Il est parti au musée avec la bagatelle de 418 heures de vol. Il a été construit pour rien, quoi. Debout là-dedans, c'est lâché solo. Bienvenue à tous. On commence tout de suite avec un petit peu d'actualité. On en avait longuement parlé il y a quelques semaines au moment de l'annonce de son retrait de service. Voilà, on avait fait un petit article pour dire le DC-8 de la NASA part à la retraite. Comme c'est un avion sympa, on avait fait une petite émission dessus et puis ça s'était bien passé. On avait raconté plein d'histoires autour du DC-8. L'information, c'est que voilà, comme prévu, le DC-8 est rentré à sa base de Palmdale en Californie ce 1er avril et la photo à l'écran montre l'avion à son accueil sur le terrain, accueilli évidemment comme il se doit par les camions pompiers, par le Water Salute. C'est son retour de mission et rentrée d'études, de vol d'études qui avaient été menées sur la qualité de l'air sur certaines villes et terrains en Asie, notamment en Corée du Sud. Et puis voilà, l'avion vient de rentrer, il va être mis en chantier, tout son matériel de recherche scientifique va être démonté, installé sur un Boeing 777-200 que la NASA a acheté il y a déjà plusieurs années et qui va prendre le relais. On comprend bien que un 777 en plus c'est beaucoup plus volumineux, donc on va pouvoir mettre beaucoup plus d'instrumentation, plus de personnel à bord. L'avion n'a que 2 réacteurs, donc je pense qu'à l'exploitation, il sera beaucoup plus efficient. Malgré tout, l'information qu'on a eue cette semaine de la NASA en direct, c'est on sait où va aller le DC-8. Alors moi, j'étais à 2 doigts de mettre ma plus belle chemise en Paris sur le Pima Air Museum du côté de Tucson. Et ben, j'aurais perdu ma chemise parce que la NASA a annoncé que l'avion allait partir à l'Idaho State University de Pocatello, donc dans l'Idaho. C'est une ville qui est située à 1000 km à peu près de Palmdale. Et l'avion va être utilisé là-bas pour les étudiants du programme Aircraft Maintenance Technology, qui est assuré par cette université. Donc l'avion, après avoir fait, je crois que c'est plus de 35 ans de mission scientifique, va continuer à être actif quelque part, indirectement, en permettant à des élèves de travailler sur un avion et d'apprendre leur métier, de la maintenance aéronautique, de la technologie aéronautique. Bon, c'est une sorte de préservation. En général, ces avions-là subissent quelques dégâts, évidemment. Enfin, ils sont souvent encore assez en bon état pour être donnés à un musée. Donc, c'est qu'une première étape. Ça peut durer un certain temps. Et on verra dans 20 ou 30 ans si va pas repartir dans un musée. Alors, pour l'instant, il y a un chantier de dépoilage du matos qui est à bord. Le vol de convoyage vers l'IDAO est prévu au mois de mai. Il sera sans doute assez publicisé. Et puis il y aura peut-être des spotters du côté de Pocatello pour prendre des photos de son arrivée, parce que voir voler des DC-8, c'est un spectacle de moins en moins fréquent. Après le mois de mai, il ne restera plus qu'un seul DC-8 en état de vol dans le monde, celui de Samaritan Purse, dont on avait parlé la dernière fois. Puis cet avion, c'était la question, c'est jusqu'à quand il va pouvoir voler. Je m'étais posé moi la question de quand est-ce que j'avais vu un DC-8 voler pour la dernière fois. J'ai fouillé tout à l'heure dans mes archives, dans mes disques durs, et j'ai retrouvé donc cette photo qui date d'octobre 2011, prise sur mon balcon. C'est le dernier DC-8 que j'ai vu se poser. Il était en finale 07 au Bourget. C'est donc un avion qui était immatriculé à l'époque VPBHS, Victor Papa, Bravo Hotel Sierra, et qui était à l'époque un avion privé. Je ne sais pas trop ce qu'il est devenu. Visiblement, on trouve peu de traces de lui après 2016. J'ai vu qu'il était sur un site qui s'appelle aircraft.com, qui est normalement un site de vente, mais il n'y a pas de prix d'indiqué. Il y a la fiche technique complète de l'avion. Il a 43 000 heures de vol. Pour un DC-8, je ne me rends pas compte si c'est vraiment beaucoup. Pour un 747, par exemple, on sait qu'il y a des 747 qui ont 100 000 heures de vol, c'est pas un problème. Là, 43 000 pour un DC-8, je ne sais pas trop si c'est un avion peu ou beaucoup utilisé. En tout cas, voilà les datas qu'on a. C'est le dernier que j'ai vu voler en octobre 2011, mais sans bouger de chez moi. L'avion donc est rentré à sa base de Palmdale. Alors Palmdale, c'est un nom qui, si vous vous intéressez un petit peu à l'aviation, doit vous titiller l'oreille, puisque vous en avez entendu parler d'une manière ou d'une autre. Voilà la carte de la Californie. Ici, au sud, vous avez donc Los Angeles. Le panneau Hollywood, il doit être par là. Burbank, aussi un site important pour l'industrie aéronautique. Ici, vous avez Edwards Air Force Base, donc une base qui est de l'US Air Force qui est dédiée à l'entraînement et surtout aux essais en vol. Moravie, dont on avait beaucoup parlé, où actuellement est basé le Stratolaunch, donc c'est là.
Et puis donc Palmdale est juste le long des montagnes, et c'est un aérodrome qui a une importance assez considérable. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est l'aérodrome de Palmdale, qui est aussi connu sous le nom de Plant 42. C'est un aérodrome qui a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été utilisé pour l'entraînement des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, qui après ensuite a pris une vocation industrielle lorsque les fameux Skunk Works de Lockheed s'y sont installés. Les Skunk Works de Lockheed, c'est le bureau d'études des projets très avancés de la maison Lockheed. Parmi eux, on peut parler du U2, du SR-71, tous les projets très très pointus de Lockheed et aujourd'hui Lockheed Martin. Avant les années 60, ils étaient à Burbank dans la banlieue de Los Angeles, et puis dans les années 60, ils se sont installés là. L'usine Lockheed, les Skunk Works, c'est cette partie-là de la base. Pour être allé traîner dans le secteur, il y a une certaine, ce qu'on appelle une profondeur stratégique, c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs épaisseurs de grillage, et le gars qui voudrait pénétrer à l'intérieur pour essayer de surprendre des secrets, bonne chance à lui. On trouve aussi ici les installations de la NASA, c'est le Armstrong Research Center, et c'est ici que les plus gros avions de la NASA étaient exploités. C'est une photo qui a été prise dans le hangar de la NASA là-bas. On a ici au premier plan le 747 SP Sophia qui a été retiré du service il y a quelques années, qui était donc un Boeing 747 SP, donc un avion assez reconnaissable avec son allure raccourcie, qui était utilisé comme observatoire volant. Et vous avez donc le DC-8 qui est ici. Derrière, vous avez le Boeing 747 SCA, qui était l'appareil utilisé pour transporter la navette spatiale lorsqu'elle se posait en Californie pour la ramener en Floride sur son pas de lancement. Et puis là, vous avez un U2, enfin un TR-1, qui est un des appareils d'exploration utilisés par la NASA. Vous imaginez la taille du hangar? Deux 747, un DC-8, un U2. Bon, on voit la taille des personnels qui sont autour. Alors, je ne sais pas si ces hangars étaient visitables, sur demande par exemple. Quel hangar aux merveilles. Bon. Et puis, pas très loin de Palmdale, juste au sud de la base, si on revient en arrière, à cet endroit-là, hop, on va faire un petit zoom pour vous le montrer. Donc ça, c'est les implantations de la NASA. D'ailleurs, sur cette image de Google Earth, on voit le Boeing 747 SP qui est là. Donc c'est une photo qui a plusieurs années, puisque aujourd'hui l'avion est parti à Tucson, il est au musée. Ici, vous avez une petite collection d'avions. Si on regarde bien, il y a des silhouettes qui sont assez intéressantes. C'est ce qu'ils appellent un Heritage Park. C'est un petit musée aéronautique ouvert en plein air, que vous avez ici à l'image. En fait, il y a deux structures. Ici, vous avez le Blackbird Heritage Park, pour des raisons évidentes. Et puis ici, vous avez le Joe Davis Heritage Park, qui comprend un peu plus d'aéronefs. C'est assez libre d'accès, vous arrivez par la route ici, vous avez des parkings, vous garez là, vous traînez autour des avions, c'est en libre accès, donc vous avez quand même deux avions là dont les silhouettes doivent vous dire quelque chose. Et puis après, vous passez par la petite boutique, vous suivez le chemin, et là c'est... Alors je me souviens plus si l'entrée est payante ou libre, mais si elle était payante, c'était un prix dérisoire. Et si elle était libre, il y a juste une petite barrière à passer. Et puis après, vous pouvez circuler autour des avions comme vous voulez. Vous allez voir qu'il y avait des machines vraiment sympas. Vous pouvez visiter l'endroit. Là, c'est pas un avion, c'est un drone. C'est un D-21. C'est le drone de reconnaissance supersonique qui devait être utilisé sur les avions A-12. Donc en gros, sur le SR-71. Et ça, c'est un exemplaire original. Alors le programme des drones D-21, c'est un programme qui a duré très très peu de temps, qui s'est avéré pas forcément très intéressant à poursuivre pour l'US Air Force et pour la CIA, mais il a quand même effectué des missions. Des missions opérationnelles, je crois qu'il y en a eu très très peu malgré tout, mais les performances du drone sont quand même assez monstrueuses, puisque c'était un drone qui était capable de dépasser Mach 3, Mach 3.3 d'ailleurs, donc c'est de l'ordre de 3500 km/h. La propulsion, c'est un statoréacteur, comme sur les Griffons, comme sur les... qu'est-ce qu'il y a comme avion statoréacteur actuellement? Il y avait les avions Le Duc qui étaient en statoréacteur. Et puisqu'on est sur le Blackbird Air Park, eh ben, il y a deux Blackbirds qui sont exposés, et vous voyez que on peut les approcher de très très près, parce que visiblement les barrières sont quand même très très sympas. En fait, il y a deux Blackbirds. Il y en a un qui est extrêmement intéressant, c'est celui-ci, parce que c'est pas un SR-71, c'est un A-12. Le A-12, c'est la version monoplace du Blackbird, avion de reconnaissance aussi. Pareil, programme CIA, Black Project, construit par les Skunk Works de Lockheed. Une poignée d'exemplaires construits.
seulement et des vols qui s'arrêtent assez tôt. SR-71, donc c'est un programme du début, enfin fin des années 50, qui est utilisé donc dans les années 60, 70, 80. A12, alors pour avion d'assaut, je ne sais plus quelle était l'origine du nom, mais c'est le A n'était pas pour l'attaque, c'était une désignation un petit peu fantaisiste pour la CIA, peut-être pour noyer le poisson. Il y a eu un autre A12 plus tard pour l'US Navy, un programme qui était destiné à succéder au F-14 Tomcat et qui avait strictement rien à voir. Le A12, alors celui qui est présenté, pour vous donner l'importance du projet, c'est un avion dont le sérial est 60-69-24, donc 60 c'est l'année fiscale à laquelle il est commandé, donc il est construit dans l'année suivante en général. Il est parti au musée avec la bagatelle de 418 heures de vol. Il a été construit pour rien, quoi. Bon, il en fait des kilomètres à Mach 3 en 418 heures, hein. J'ai regardé l'ensemble des A12 construits, ils sont très peu, il y en a une douzaine. Celui qui a fait le plus d'heures de vol, il en a fait 1076. C'est un programme qui a été opérationnel pendant très peu de temps au sein de la CIA. Les dates qui sont données, c'est 67-68. Et les avions ont ensuite été rassemblés par la CIA et stockés à Palmdale. Donc l'avion, une fois qu'il a été stocké, pour l'amener ici, il n'a pas mis beaucoup il a pas roulé beaucoup. L'autre est par contre, un vrai SR-71. Par contre, j'ai pas regardé à quelle date il avait été retiré du service. Mais le fait de pouvoir approcher ces avions qui sont quand même un petit peu mythiques, et comme ça, sans barrière, c'est assez hallucinant. Voilà, il y a celui-là aussi. Donc lui, c'est un U2D. Alors, il n'est pas stock, c'est un U2D qui a été utilisé par la NASA, justement à Palmdale, et qui avait été lourdement modifié. En fait, c'est un U2, c'est un U2D, mais qui a été modifié en biplace. Alors, c'est un U2 des premières versions avec les ailes courtes. Il est en black, comme ça, en tout noir. Je ne suis pas sûr que c'était la couleur qu'il avait à l'époque de son exploitation par la NASA. En tout cas, on peut voir qu'on peut l'approcher de très très près, même quasiment à le toucher. Franchement, si vous passez dans le coin, ça vaut le coup de faire le crochet. Et nous, on a été accueillis par ça dans le hangar. Alors, on n'a pas pu l'approcher plus parce qu'en fait, il était dans une petite astro-arche pour sans doute un petit coup de peinture. Mais tomber sur un F-14D Tomcat, c'est pas désagréable. Alors celui-là est un avion qui a volé pour les Tomcatiers, pour la VF-31, c'est le Buno 164-350. Alors ça, c'est une photo de 2018, donc il était dans le hangar en attendant un petit coup de peinture. Il a pris sa place dans l'exposition depuis. Visiblement, les avions tournent parce que déjà, ils sont en plein soleil. Il y a du sable, donc je pense que le vent doit bien les décaper. Donc je pense que régulièrement, ils repassent en chantier de nettoyage. Ce n'est pas un F-86 Sabre, c'est un Canadair. Si, je l'ai réussi à le placer. C'est un Canadair Mark V, enfin un CL-13A, qui a été construit pour la Royal Canadian Air Force en 1960, qui a été produit à Montréal, et surtout celui-là a un destin qui est très très intéressant parce que du temps de son service au sein de la Royal Canadian Air Force, il était basé en France, il était basé sur la base de Gros-Tanquin, dans le nord de la France. Donc c'est un avion qui, nous, en tant que Français, il était chez nous à une époque. Ensuite, il a fait une carrière de warbird pour différentes sociétés et la dernière en date chez Tracor Flight Systems. Alors, je ne sais pas pourquoi il était utilisé, mais je sais qu'il y a ces boîtes utilisaient souvent ce genre d'avion, F-86 Sabre ou F-100, pour faire du chase plane, pour accompagner des vols d'essai, ou alors pour faire du remorquage de cible, ou pour faire du plastron. En tout cas, il a terminé sa carrière civile avec une immatriculation civile, et puis comme il était dans le secteur, il a été exposé ici, et ça fait un avion de plus super sympa. Un autre que j'aime beaucoup, le C-46, lui aussi a volé à Palmdale. Il était même d'ailleurs affecté sous ces couleurs-là dans les années 50. Il était affecté au Plant 42. Il était équipé pour l'entraînement des équipages qui devaient voler sur les chasseurs F-89 Scorpion de l'US Air Force. Alors je pense qu'à l'intérieur, il y avait des aménagements, des postes de pilotage simulés pour l'entraînement notamment du radardiste d'interception qui était à bord de ce chasseur. Je ne vous ai pas mis de photo du F-89 Scorpion, c'est bête de ma part, mais c'est un avion qui a été essentiellement utilisé, je crois, pour la chasse de nuit, donc d'où l'utilisation du radar, d'où l'entraînement nécessaire sur des avions un petit peu différents. Ce C-46-là, qui a été construit donc à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, a une histoire individuelle assez marrante parce qu'après avoir été utilisé donc à Palmdale, là au niveau de l'US Air Force, et a été vendu aux Flying Tigers, donc qui était la société de Claire Lee Chennault,
travaillait un petit peu pour la CIA aussi, et puis qui faisait du mission de transport, qui est devenue une compagnie aérienne tout à fait légitime, qui s'est appelée plus tard les Flying Tigers et qui a été rachetée par FedEx. Mais à l'époque, c'était encore le moment où c'était un peu entre le mercenaire, la compagnie aérienne pour la CIA. Enfin, en tout cas, il était utilisé dans ce cadre-là. Et puis après, il a été mis sur le marché civil. Il est parti voler en Amérique du Sud, notamment au Chili. Et il a été saisi par la DEA, c'est-à-dire la Drug Enforcement Agency, donc les stupes américains, à Miami en 1970. On imagine qu'il avait dû se faire choper avec un petit peu de schnouf à bord. L'avion est saisi et derrière, il a été confié à un musée et il a fini à Palmdale, là où il avait été opérationnel dans sa carrière, et il avait été repeint aux couleurs qu'il avait à l'époque où il était affecté en Californie. Donc l'avion est un des plus authentiques qu'on ait sur l'expo. Alors le C-46, pour le présenter un petit peu plus succinctement, c'est le concurrent du C-47 pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait partie c'était les deux avions de transport aérien les plus importants pour la logistique aérienne de la Seconde Guerre mondiale. Il était plus puissant que le C-47. C'est des Pratt & Whitney 2800-2000 chevaux. Il a une masse de 20 tonnes, alors que le C-47, je crois qu'au maximum, c'est 14 tonnes. Et il avait des capacités de montée en altitude plus importantes, ce qui fait que le C-46, par exemple, a été très, très utilisé sur ce qu'on a appelé The Hump, c'est-à-dire tout ce qui était mission pour traverser l'Himalaya de l'Inde à la Chine, pour soutenir les troupes, notamment en Chine, qui combattaient les Japonais sur place. Et les C-47 étaient un peu limités pour ces missions-là. Le C-46, qui arrivait un petit peu plus tard, bien plus puissant, lui était beaucoup plus adapté pour ces missions-là. Le C-46, après-guerre, il a une carrière monstrueuse en Amérique du Sud ou en Alaska, dans les zones un petit peu rugueuses, comme avion de transport, parce qu'il a des portes partout, donc pour le charger et le décharger, c'est assez simple. Mais c'est un avion qui a été construit à beaucoup moins d'exemplaires. 3180 avions, donc par rapport aux 12 000 DC-3, c'est que dalle. Malgré tout, sa carrière opérationnelle continue encore parce qu'il y a toujours 2 C-46 opérationnels pour des missions de transport de fret dans le Grand Nord canadien, dans les territoires du Nord-Ouest, chez Buffalo Airways. 80 ans après sa construction, c'est quelque chose de notable. Alors l'avion n'est pas le plus célèbre, mais ça reste quand même une des belles légendes de l'histoire de l'aéronautique. Et on voit rare parce que c'est pas un avion dont les exemplaires sont si fréquents que ça sous nos latitudes. C'était intéressant. Le voilà donc sous ses couleurs très voyantes. Là, celui-là a été repeint avec un petit peu de goût, donc c'est pas mal. Ça, c'est un Voodoo, un F-100F. Alors, j'ai un doute sur la décoration. Je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment authentique, enfin que ce gris-là soit le bon gris utilisé. Là, il est aux couleurs de l'Air National Guard de l'Arkansas. Bon, c'était un intercepteur. Il n'y avait pas de canon, il n'y avait que des missiles. C'est pas un avion qui a une grande, grande carrière. Par contre, c'était une grosse bête, hein. Pareil, si vous voulez voir un F-101, il me semble qu'il y en a un d'exposé aux ailes anciennes de Toulouse et qui, lui, est restauré avec de très, très belles couleurs, beaucoup plus authentiques. Comme ils font une opération fin avril, là, dans 15 jours, si vous êtes dans le coin, allez les voir. J'en avais parlé dans l'émission de la semaine dernière, c'est le week-end du 24. Si vous voulez en voir un joliment restauré, c'est là-bas. C'est à Toulouse que ça se passe. Là, on a F-104. Alors, je crois que c'est un F-104C. Pareil, j'ai un doute sur les couleurs. Les marquages US Air Force comme ça, c'est un peu n'importe quoi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont protégé les cockpits. Les avions qui sont exposés comme ça en extérieur souffrent beaucoup. Protéger les verrières comme ça, effectivement, ça donne un rendu photographique qui n'est pas fabuleux, fabuleux, mais si ça protège bien les avions, moi je suis pas contre. J'ai pas l'histoire individuelle de cet appareil-là. Bon, bah des F-104, on connaît l'histoire, on va pas revenir dessus. Un joli F-100 aux couleurs des Thunderbirds. Là, par contre, les couleurs sont authentiques. Là, un appareil, par contre, qui a une vraie belle histoire. Donc, c'est un F-105F qui a été modifié pendant la guerre du Vietnam en F-105G. Et pour être très précis, c'est même l'avion qui a servi pour le Standard 3 des Wild Weasel. Alors, les Wild Weasel au Vietnam, ce sont des F-105 qui ont été modifiés spécialement, des F-105 biplaces qui ont été modifiés spécialement pour faire de la lutte contre les radars. Si pendant la première partie de la guerre du Vietnam, le F-105 était le bombardier le plus fréquent de l'US Air Force pour aller bombarder le Nord-Vietnam depuis les bases de Thaïlande, c'était des F-105D monoplaces. Et à partir de 1967-68, le F-105D commence à être retiré du service, remplacé par des fantômes pour ces missions-là. Les seuls F-105 qui restent jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam, ce sont donc les F-105G de guerre électronique qui sont utilisés pour la lutte anti-radar
et il continue jusqu'à la toute fin de la guerre du Vietnam en 73. Ils n'ont pas été très nombreux, mais ils ont fait des missions qui étaient parmi les plus marquantes. Là, je vous renvoie sur le hors-série du FANA sur le F-105 dans lequel on avait détaillé ses missions et ses caractéristiques. Donc celui-ci a été préservé et il est intéressant parce qu'effectivement, c'est le prototype de la version 3 des Wild Weasel, donc la plus avancée. Cet avion-là a volé, alors attendez que je le retrouve, oui, il a été au Vietnam jusqu'en 1972, il a été basé à Takli dans un premier temps, puis après il a terminé la guerre à Korat, donc c'est deux bases de Thaïlande qui servaient pour les attaques contre le Nord-Vietnam. Et il a été réformé en 1980, puis après préservé et mis en musée à Palmdale. Allez, rapidement, ça c'est pareil, c'est un avion unique. Je pense que vous ne le connaissez pas, et moi, quand je suis tombé dessus, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là? C'est un Rutan, un Burt Rutan, c'est un avion de scale composite, c'est comment il s'appelle? Le Triomphe. Il a été conçu à la fin des années 80, c'est un programme de VLJ, ce qu'on appelle les VLJ, c'est les Very Light Jet. C'est tout ce qui est jet d'affaires léger, les citations Mustang, les Embraer, les Phenom, puis il y avait eu l'Eclipse, et puis il y avait eu le Javelin, par exemple. Alors il y en a certains s'étaient arrêtés un petit peu avant, comme le Javelin, mais d'autres ont fait des carrières. Le Mustang, le Cessna, citation Mustang aussi avait fait une bonne carrière. C'était un projet de Rutan dans cette catégorie-là, avec des réacteurs Williams, donc assez peu puissants, mais l'avion est très très léger, c'est tout du composite. Il a surtout la caractéristique d'avoir trois surfaces portantes, d'être un rare avion d'affaires avec un canard. Et ce que expliquait Rutan, c'est que c'est un avion qui avait les coûts d'exploitation d'un Beech 90 ou d'un Beech 200, donc d'un turboprop, pour des performances, notamment en vitesse, équivalentes à celles d'incitation. Mais comme souvent avec Rutan, c'est pas aller au-delà du prototype, pas de construction en série. Visiblement, il était plus ou moins destiné à rentrer à être construit par Beechcraft, mais Beechcraft avait déjà eu de grosses difficultés avec le Starship, qui était extrêmement novateur pour l'époque, et qui était aussi un produit Rutan, et je pense que Beechcraft à l'époque était en difficulté, n'a pas voulu poursuivre dans cette catégorie d'avions, et ils ont fait le Beechcraft premier qui était beaucoup plus conventionnel. Mais l'avion a été préservé à Moravie et puis a été transféré à Palmdale un petit peu plus tard. Moi, un A7 Corsair, mais pareil, là aussi les couleurs un petit peu bizarres, mais même sur l'F-105, je ne l'ai pas relevé, mais les couleurs me semblent un petit peu strange. Alors là, par contre, c'est un prototype super intéressant que je ne connaissais pas, que j'ai découvert à l'époque. C'est le X55A, et c'est pas très compliqué parce que c'est marqué dessus. Et à la base, en fait, c'est un Dornier 328 jet qui a été modifié pour l'US Air Force pour un programme d'avions de transport léger en composite, qui a volé à la toute fin des années 2000. Donc, je crois que c'est aux alentours de 2008, qui a fait très peu de vols. Le programme, c'était vraiment un problème d'expérimentation pour tester un certain nombre de composites. Et l'avion a été très rapidement arrêté de vol à la fin du programme. Ils avaient eu toutes les données dont ils avaient eu besoin, et l'avion a été mis au musée comme ça. Ça fait partie des fameux avions X. Et donc l'avion qui est totalement unique est préservé à Palmdale, ce qui est plutôt sympa. Là par contre, beaucoup plus intéressant, on l'a vu sur la photo tout à l'heure, c'est le Boeing 747 SCA, c'est un Boeing 747-100 qui a été utilisé par la NASA. C'est un des deux Boeing qui ont été modifiés pour transporter la navette spatiale. Quand elle se posait à Edwards, c'est qu'il fallait la ramener en Floride, ou qu'il fallait l'amener à la Palmdale pour installer des trucs à bord. Enfin, je ne sais plus exactement quels étaient les voyages que la machine faisait, mais en tout cas, il y avait deux Boeing 747 qui étaient dévolus au transport des navettes spatiales, et lui en était un. Alors, c'était pas lui et pas celui sur lequel il y a eu le plus de vols. Il était plus ou moins utilisé comme spare, au cas où l'autre aurait eu un problème pour une mission. Celui-ci donc a été, qui était basé sur place, quoique de temps en temps il était basé dans l'Arizona à Marana. Comme il était avion NASA et entretenu à Palmdale, et bien il a été exposé, et il est toujours exposé à Palmdale. On peut traîner autour, mais alors sans aucune barrière à l'époque. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'est vraiment une belle bête. C'est un avion qui est extrêmement intéressant, qui a quand même marqué l'histoire, sur lequel on a des photos magnifiques avec la navette sur le dos. Et que l'avion soit préservé à cet endroit où il va pouvoir durer, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humidité dans l'air dans ce coin-là, donc les avions vieillissent par le soleil, mais elles ne rouillent pas.
ne rouille pas trop. C'est plutôt une bonne chose. L'autre 747-100 SCA, lui, était préservé à Houston, évidemment, en siège de la NASA. Bah, il y a un B-52, mais alors B-52, celui-là est très rare aussi parce que c'est un B-52F et des B-52F, c'est le seul qui est préservé. Tous les autres sont des B, des D ou des G ou des H. C'est le seul F qui a été préservé dans son jus. Alors, je n'ai pas regardé sa carrière. Ah si, la seule information que j'ai trouvée. Donc, son serial, c'est le 570038. Donc, c'est le 38e B-52 construit, je pense. C'est un avion qui a servi pour l'US Air Force jusqu'en 1973. Et là, on se dit, oui, évidemment, fin de la guerre du Vietnam, la version F, plus besoin, musée. Et voilà. Et donc le retrait du DC-8, moi je m'étais dit effectivement il y avait la possibilité de le mettre peut-être là au Air Park peut-être, ou alors à côté de Davis Mountain au Pima, mais là finalement il va partir dans l'IDEO. En préparant l'émission tout à l'heure, je me suis dit mais ça me dit quelque chose, c'est pas là qu'est né un certain pilote de chasse très célèbre. L'IDAO, pour vous situer, c'est pas l'État le plus connu. Enfin, c'est pas celui où on part en vacances, mais enfin, par exemple, c'est dans l'Idaho qu'est né un certain Gregory Boyington, à Cœur d'Alene, une ville qui a un beau nom français, mais bon, en fait, Cœur d'Alene est très au nord de l'État, et l'endroit où le DC-8 va finir est beaucoup plus au sud, 1000 km depuis la Californie. On suivra son dernier vol, donc au mois de mai. Ça, c'est juste à côté de Palmdale, c'est la gare de Lancaster. J'ai pris celle-là, c'est pas la plus belle parce que c'est la seule où on voyait les trains garés. En fait, il y a une ligne de chemin de fer qui part de Los Angeles et qui va jusqu'à Lancaster et qui passe à côté de Palmdale. Et donc, à la gare de Lancaster, ils exposent comme stèle un beau fantôme qui vient d'Edwards, qui est là-bas juste à côté. Voilà, pour le petit voyage en Californie, on va s'arrêter là. L'autre nouvelle intéressante, enfin triste nouvelle, c'est le décès le week-end dernier d'Étienne Ehrenschmidt. C'était donc un pilote d'essai hélicoptère, diplômé de l'EPNER en 1975. Alors l'EPNER, c'est l'école du personnel navigant d'essai et de réception, donc c'est la formation française des pilotes d'essai. On prend des gens qui ont une grosse expérience aéronautique et surtout qui ont la capacité à encaisser un cursus scolaire d'un an extrêmement intense, niveau supérieur, hein, c'est limite doctorat, et on les transforme en pilote d'essai. Et lui était pilote d'essai expérimental, c'est-à-dire qu'il était apte à faire le premier vol d'un appareil qui n'avait encore donc jamais volé jusque-là, qui n'aurait été que testé qu'au simulateur ou que sur des calculs. Aujourd'hui, on a des ordinateurs super puissants qui sont capables de prédire un petit peu le comportement d'un appareil. Là, dans les années 91, on est au début de cette période-là, mais avant, c'était quand même un petit peu plus rock and roll. Ehrenschmidt est décédé ce week-end. Il était dans sa 83e année. Il était né en 1941. Et là, c'est une photo de lui en 91, donc il y a une trentaine d'années, autour de la cinquantaine, à peu près au moment des premiers vols du Tigre. Et si on se souvient de lui aussi, c'est parce qu'il avait quand même ouvert un domaine de vol sur les hélicoptères pas fréquent, c'est la boucle. Et il a été il a été le premier à montrer un hélicoptère faire une boucle au Bourget. Enfin, il a été le premier à montrer que le Tigre pouvait faire des boucles. En fait, c'est un renversement avec basculement sur le dos, pas tout à fait une boucle académique. On va dire que c'est un looping façon combat aérien. Et il est rentré un peu dans l'histoire comme ça. Il apparaît aussi, c'est lui qui pilotait le Tigre qu'on voit dans le film James Bond. Je crois que c'est le GoldenEye. Et bien donc il est décédé le week-end dernier. Et je crois que ses obsèques sont célébrées à Aix-en-Provence demain. Donc, Étienne Ehrenschmidt est décédé. C'était le pilote d'essai du Tigre. Il a été aussi le pilote d'essai de l'EC-120 et il a fait le premier vol du premier Cabri au milieu des années 90. Premier hélicoptère conçu par Guimbal, euh, qui s'appelait déjà peut-être même le Cabri G2, mais qui était vraiment le démonstrateur technologique qui allait évoluer pour donner le Cabri tel qu'on le connaît aujourd'hui. À l'époque, il était pilote d'essai donc ça devait être Eurocopter à l'époque. Il avait eu l'autorisation d'Eurocopter de faire ce vol d'essai pour Guimbal, ce qui est une autorisation assez exceptionnelle parce que c'était vraiment un pilote maison. Il était normalement tenu par son métier d'en rester aux appareils maison. Donc il a fait le premier vol du Tigre, c'est quand même un programme très important. Et puis il a été aussi le pilote d'essai du premier vol de l'EC-120.
Et donc moi, les histoires de tigres, ça m'a rappelé un bon souvenir. Et alors là, c'est les histoires de Tonton Fredo. On est vraiment dans le... Là, on va refaire une partie de séance diapo. 14 juillet 2018, je suis sur mon balcon et comme d'habitude, je prends en photo le défilé du 14 juillet. Alors là, j'ai la tête dans le viseur. Évidemment, tout le monde se souvient de cette anecdote, mais j'ai la tête dans le viseur. Je photographie la PAF. J'attends le suite des box et je reçois un SMS d'un voisin qui me dit: «Ah, dis donc, t'as vu la patrouille de France?» Bah oui, j'ai vu la patrouille de France, je suis sur mon balcon, je regarde les avions passer, il y a pas de problème. Et c'est qu'après, en regardant les photos, que je me rends compte qu'il y avait eu un bug au niveau effectivement des fumigènes. J'ai jamais eu l'explication hein, de l'erreur, si c'était une erreur de palette ou si ça avait été une erreur de chargement de la fumée. Jamais eu d'explication sur ce truc-là, puis c'est pas très très grave, c'est qu'une petite anecdote. Mais en tout cas, voilà, moi, le truc, c'est que bah, je l'ai pas vu. J'étais le nez dans le viseur et j'ai pas vu qu'il y avait eu une erreur de fumigène. Bon, voilà, le reste du défilé se passe. Défilé très intéressant, puisque bah, par exemple, il y avait l'Airbus A340 de l'Estérel, pour la petite histoire. Et j'ai pas pu faire de papier là-dessus sur Aérobuzz, mais si vous vous souvenez bien, les A340 de l'Estérel ont été vendus aux enchères par l'armée de l'air. On avait fait une brève sur Aérobuzz. Ils avaient été vendus à une société, alors je ne sais plus laquelle. Et en fait, les dernières infos qu'on a eues de ces avions-là, et ça a criqué un petit peu au niveau gouvernemental, c'est que par le biais de truchements de sociétés écrans, les deux Airbus A340 ex-armée de l'air sont aujourd'hui en Iran. Oui, l'Iran où il y a des embargos hein, pour les exportations de biens français. Eh bien, par le jeu de sociétés écrans, les deux A340 sont partis là-bas pour être exploités de façon commerciale. C'était des avions qui n'avaient rien de militaire, hein. C'était des A340 qui étaient équipés pour transporter des troupes, hein. Ils ont fait le retour des troupes d'Afghanistan, etc. C'était des avions de transport de passagers. Il y a rien de, je pense pas qu'il y avait d'équipement top secret à bord. Et s'il y en avait, je pense qu'ils ont été démontés avant la vente des appareils. En 2018, l'A340 avait participé au défilé puisque c'était sa fin de carrière. Ça avait été une bonne occasion pour le faire en photo. Et là encore, c'est pris depuis mon balcon. En 2018, évidemment, on avait eu un beau trio d'avions de transport. Celui-là, il manque hein, aujourd'hui. Oui, un Transal. Voilà, on aime bien le Transal ici. Ouais, il y avait ça. Je ne vais pas prononcer le nom des deux avions parce que tout le monde les a reconnus, mais j'étais content quand même de le voir parce que celui-là, à l'époque, il portait encore la décoration commémorative des 10 ans de l'arrivée du type à la sécurité civile et j'avais pas trop réussi à l'avoir correctement. Il a fallu. La fois où je l'avais pris à Nîmes, je l'avais pris à contre-jour, ça avait été la galère. En fait, je n'avais pas besoin, il suffisait de rester chez moi. Si tu ne vas pas à la Gardère vient à toi. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Choper ce genre d'avion avec les immeubles Cœur Défense juste à côté, j'avoue que c'est un petit kiff perso qui me fait beaucoup plaisir. Moi, je m'en lasse pas. Voilà. Le seul que j'ai pas eu le plaisir de voir voler comme ça, c'est le Tracker. Les Dash ont défilé, les Canadair ont défilé, surtout ces dernières années, assez régulièrement. Le Tracker n'a jamais défilé au-dessus de Paris pour un 14 juillet. Honnêtement, si l'avion n'avait pas été retiré prématurément, je pense que ça devait faire partie des plans de l'époque, ça aurait été une bonne chose. J'avoue que faire en photo un tracker de mon balcon, ça m'aurait bien plu. Alors après, peut-être qu'un jour, il y en aura un qui viendra pour une manifestation quelconque au Bourget, mais là, je serai pas sur mon balcon, je l'attendrai au Bourget. Parmi les trucs remarquables au défilé du 14 juillet, bah, il y avait 2 PC-6 de la LAT qui sont pas des avions qu'on voit fréquemment. Donc, content d'avoir fait la fête. Et ensuite, dans l'après-midi, et c'est là que l'histoire devient marrante, c'est que je vais aux Invalides, là où sont exposés les appareils qui ont participé au défilé, donc les hélicos, et puis plein de matériel militaire, des chars, des camions de pompiers, tout ça, c'est vraiment... Alors, il n'y en aura pas cette année parce que visiblement, l'esplanade des Invalides est utilisée pour des épreuves, notamment de tir à l'arc pour les Jeux Olympiques. Donc, à mon avis, il y aura des installations qui feront que les hélicos ne pourront pas s'y poser. Donc, il n'y aura sans doute pas la manip cette année, mais ça reviendra l'année prochaine. Si vous êtes à Paris un 14 juillet, c'est vraiment l'endroit où il faut être et surtout, il faut rester jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi. On se balade aux Invalides. L'ambiance est sympa. Il y a les chevaux de la garde républicaine. Et donc, il y avait un joli tigre posé sur la pelouse et c'est toujours un spectacle marrant. Alors, il y a toujours un peu de queue pour accéder aux avions. Alors, moi, j'aime pas trop. Je suis pas quelqu'un de très patient, donc bon, j'ai fait mes photos de loin, mais je savais ce que j'attendais d'eux. De toute façon, c'était le départ. Donc là, moi, j'étais tranquille, paisible. Je me suis baladé. J'ai regardé les gamins jouer avec les pompiers de Paris. Ça, c'est un truc qui est très rigolo, mais pour l'avoir fait en vrai chez les militaires,
C'est sportif de tenir une grosse lance, hein, donc ça, ça fait partie des petites activités qu'on peut faire le 14 juillet aux Invalides. Si vous avez des enfants, faites-leur essayer les grosses lances. Franchement, ça va leur laisser des souvenirs. Bon, voilà, ça vous montre un petit peu l'ambiance et puis à 18h30, hop, on dégage la foule et puis les hélicos décollent et puis quand on est bien placé, eh bien, on fait des photos sympas avec des fonds sympas. Donc là, c'est 145, hein, je pense, de la gendarmerie au décollage. Ouais, je la trouve pas mal celle-là. J'aurais peut-être pu baisser un petit peu de vitesse pour avoir un plus gros flou, mais je reste prudent parce que là, je suis sur une grosse focale, je suis sur le 400 mm. Je suis prudent sur mes photos. Je suggère juste je cherche pas à faire un disque. Et puis surtout, bah voilà, à un moment, il y a le tigre qui décolle. Il y a cet échafaudage qui m'embête un peu parce que, bon, les Invalides, c'est chouette, c'est un joli bâtiment, mais ça, c'est laid. C'est très, très laid. Je vois le tigre qui décolle. Et puis, ils se mettent en position, le NH90 qui redécolle derrière. Et puis, alors là, de façon totalement inattendue, les deux appareils restent en stationnaire pendant 1 minute 30. Alors là, j'ai le temps de me bouger, je me suis mis dans l'axe, et là, je vous jure, j'ai mitraillé. Au résultat, de retour à la maison, j'ai ça comme photo dans le boîtier, je me dis, tu vois, ouais, quand même pas dégueu, content. Content, je la poste sur mon Facebook, mais dans la foulée, en rentrant le soir, et là, tout de suite, j'ai un message d'un copain, Xav, qui est pilote à la sécurité civile, et qui fait: «Oh, c'est mon filleul!» C'est quoi cette histoire? Bah, j'ai eu un coup de bol parce que l'éclairage fait que le seul pilote qui est reconnaissable sur les 4 qui sont à bord de l'appareil, c'est le pilote du Tigre et Xav, qui est quelqu'un qui a volé dans l'armée de l'air, qui a été instructeur notamment dans l'armée de l'air, avait des élèves pilotes et il a eu, Pierrot, que c'est Pierrot, Captain Pierrot, comme filleul, il y a très longtemps, à Salon-de-Provence. C'est marrant cette histoire, qu'est-ce que tu me racontes? En fait, Pierrot, il avait commencé sa carrière de pilote dans l'armée de l'air. Il avait débuté sa formation et il y a un truc qui s'est passé avec lui, s'y est pas plu et il a demandé un changement d'arme et il est parti dans la latte et dans la latte, il a su parce que, bon, peut-être qu'il est tombé amoureux d'un hélico, je ne sais pas ce qui s'est passé et il est parti dans la latte et bah, ça s'est bien passé pour lui parce que finalement il l'est toujours d'ailleurs, il est pilote de Tigre et ce jour-là, il était le pilote du Tigre qui était, affecté à non seulement au défilé, mais après à venir se poser aux Invalides. Je pense que c'est un gros kiff quand tu es pilote de on me dit: «Tiens, mais c'est toi qui iras aux Invalides». Ouh! Pas tous les jours qu'on utilise ce genre d'hélistation et Pierrot, c'est un vrai passionné d'aviation, hein. C'est quelqu'un qui est, c'est un accro, hein, c'est un pur. Il a eu une idée avec son chef de bord, il a dit: «Bah, quitte à être, heu, quitte à être aux Invalides, on va faire un truc, on va faire du stationnaire, on va rester en stationnaire pendant quelques, secondes, histoire d'être sûr que les spotters nous mitraillent bien». Et ils avaient prémédité leur coup les 2 et ils ont fait ça et ils se sont étagés de façon à se dire: «Bah, s'il y a quelqu'un là dans la foule devant nous, bah, il va faire des photos d'enfer» et je pense que je ne suis pas le seul à avoir ramené ça. Mais moi, j'étais content de la mienne, je l'ai postée et le hasard a voulu que Xav reconnaisse son filleul. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la photo à son filleul en disant: «Tiens, j'ai un pote qui t'a shooté aux Invalides». Et là, le Pierrot, bah, il était bah, je pense qu'il était content de son coup, il a dit: «Ah, ah, ah! Mon astuce, ça a marché!» Bah, oui, elle a bien marché, effectivement, il y a de très belles photos de toi qui traînent sur le web, qui te montrent aux Invalides et en plus, le coup de bol, c'est qu'effectivement, sur les photos, bon, les gens qui te connaissent, te reconnaissent. Et là, bah, il rentre en contact avec moi en me disant: «Est-ce que je pourrais avoir le fichier ODEF? Est-ce que tu en as d'autres?» et cetera, donc demande tout à fait normale et je lui envoie les photos et puis comme ça se fait par Facebook, il a mon nom, puis, tout d'un coup, je reçois un message: «Mais au fait, Fred Marsali, c'est toi qui as fait le hors-série sur le F-105, au Vietnam, là, au Fana?» «Bah, oui, oui, c'est moi, oui, oui». «Oh, bah, je viens de le finir, c'était formidable, j'ai adoré». «Ah, bah, dis donc, puisque tu écris dans les magazines, tout ça, bah, ça te dirait pas de venir à Phalsbourg, au premier HC, je te présenterai la base, tout ça, machin». «Ouh là! Mais oui, mais j'allais pas me débattre». Mais bon, des promesses comme ça, on m'en fait assez régulièrement. Sauf que Pierrot, bah, c'est quelqu'un de sérieux, effectivement. Alors, ça a mis du temps à se faire parce que, bah, au premier RHC à l'époque, ils étaient souvent au Mali et il a effectivement participé à des détachements là-bas. Donc, bon, entre ces périodes de détam, les périodes de repos, ses vacances, la disponibilité, tout ça, bon, bref, il a fallu 1 an pour qu'on trouve un moment pour le faire. Moi, à ce moment-là, je fais un voyage en Alsace chez un copain, j'en profite pour aller tester du Jodel 140 sur des terrains d'aviation de montagne en Alsace. J'en profite pour visiter le musée du train à Mulhouse, le musée Bugatti aussi. Donc bref, je passe un bon week-end. Et puis, bah, sur le chemin du retour, je m'arrête à Phalsbourg. Pierrot vient me chercher à la gare avec sa voiture.
Et le lendemain matin, je me suis retrouvé à Phalsbourg, à visiter la base, à rencontrer ses collègues, à discuter hélicoptère, à faire très peu de photos parce qu'il y avait peu de matériel et puis j'étais pas là pour ça, j'étais vraiment pour m'imprégner un petit peu de l'ambiance à Latte, à comprendre un petit peu, qui étaient ces gens-là parce qu'autant je connais un peu la sécurité civile, autant je connais un peu la marine, autant je connais l'armée de l'air, autant la Latte, j'avais, jusqu'à présent très, très peu de contacts et j'ai découvert une arme assez et puis des gens sympas. Des hommes, des femmes, j'avais discuté avec une femme pilote de Tigre aussi. J'étais vraiment pas dans l'idée de faire un reportage, c'était pas du tout l'objectif. C'était vraiment de m'imprégner un petit peu de ce milieu-là, de comprendre et puis Pierrot était content de me renvoyer la balle pour mes photos, trouver l'échange de bons procédés et la bonne surprise, c'est qu'à un moment, il m'a dit: «Bah, allez, zou, on y va». Alors j'ai pas volé sur Tigre, mais il m'a emmené dans la salle où il y a le simulateur de combat du Tigre et j'ai eu la cabine pour moi pendant 1 heure. Et donc j'ai piloté le Tigre au simu pendant 1 heure. Alors je ne sais pas s'il avait été, modifié parce que, un civil allait l'utiliser. J'ai pu, alors utiliser donc le pilotage et au niveau du système d'armes, j'ai pu utiliser que le canon mais en position fixe. Ça m'a pas empêché de m'amuser à essayer de dégommer de la Toyota parce que le simu permet de le faire et j'avoue qu'en termes de pilotage, j'ai trouvé le Tigre relativement facile. Alors soyons clairs, je ne suis pas pilote, et ça m'arrive très souvent de prendre les commandes. En avion, pas de problème, planeur, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Par contre, l'hélico, j'y ai jamais touché. J'avais un petit peu été initié parce que je connais beaucoup de monde dans l'hélicoptère. Puis bon, il y a des simus spécifiques, donc je connais le principe de fonctionnement des commandes d'un hélico, donc avec le pas collectif et le pas général. Donc je savais un petit peu comment m'en servir. Le palonnier, j'ai toujours des problèmes avec les pieds, mais visiblement, bon. Et le Tigre étant un commande de vol électrique, j'ai trouvé les commandes extrêmement simples à utiliser, même quand on n'est pas initié. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bien entraîné au pilotage d'hélicoptères standard, quand il va arriver sur le Tigre, il va avoir 95% de son cerveau disponible qui va être pour le système d'armes. Le truc est transparent, c'est vraiment, il va où on veut, et c'est très très simple en termes de pilotage. Et donc j'ai pu, moi, j'ai pu piloter un Tigre de façon assez instinctive, sans avoir besoin d'être vraiment formé là-dessus. C'était vraiment une découverte, quelque chose d'assez étonnant. C'est un appareil qui est facile à piloter. Facile à piloter, donc conditions standard. Évidemment, dès qu'on rajoute du vent, dès qu'on rajoute des problèmes de visibilité, la nuit, dès qu'on rajoute le combat, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et je ne m'aventurerai pas à dire que je sais piloter un Tigre. Mais en tout cas, au Simu, c'est abordable. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Le système d'armes, par contre, là, c'est autre chose. J'ai pu utiliser que le canon et même ça, c'était chaud patate. En tout cas, Pierrot, merci encore, parce que je sais que tu suis l'émission. Merci encore pour tout ça et puis, ouais, ça fait partie des patchs qui m'ont montré. Je trouve celui-là absolument génial. Si je collectionnais les patchs, voilà, ça c'est un de ceux que j'aurais aimé avoir, qui rappelle un certain dessin animé. Donc voilà, ouais. Et puis ça, c'est la seule photo que j'ai fait du Simu-Tigre. Alors elle est pourrie, mais vraiment, j'étais pas là pour faire des photos. J'étais vraiment là pour l'essayer et honnêtement, ouais, expérience absolument extraordinaire, vraiment. Merci Pierrot. Dernier sujet dont on va parler aujourd'hui, ça c'est une brève qu'on a mis en ligne hier, en urgence. Hop. Eh bien, les avions Junkers, pardon, existent encore. Ça, c'est pour préparer ce qu'on va faire la semaine prochaine à Friedrichshafen. Friedrichshafen Aéro 2024, c'est un salon d'aviation générale. Et il y a un certain nombre d'avionneurs qui réservent, c'est un gros, gros, gros événement. Il y a beaucoup d'avionneurs qui réservent certaines annonces pour ce salon-là, et c'est pour ça qu'il est extrêmement important. L'année dernière, la société Junkers Aircraft, qui est une société un peu particulière, a dévoilé à Friedrichshafen son nouvel avion, le Junkers A50 que vous avez à l'écran. En fait, il avait dévoilé la semaine d'avant à Sun and Fun en Floride, mais il avait redévoilé à Friedrichshafen la semaine d'après, puisque cette semaine, c'était Sun and Fun en Floride, gros salon d'aviation générale aussi. Donc, ils ont présenté l'année dernière cet avion, qui est en fait une réplique d'un Junkers des années 20, de 1929, le A50, qui a été construit dans les années 60, qui était un avion de loisirs, de tourisme de l'époque. Et cette société Junkers, comme son nom l'indique, a un lien avec la société de Hugo Junkers des années 20 et 30 et 40, mais ils font des répliques des avions anciens. Cette nouvelle société, Junkers, ne fait que des répliques d'avions anciens. C'est eux qui avaient fait la fameuse réplique du Junker F-13, le biplace côte-côte, qui a été un des premiers avions de ligne Junkers à l'époque, dans les années, alors là c'est le début des années 20, qui a été construit à très peu d'exemplaires, et ils ont récidivé avec ce A50,
modernisé. En fait, ils ont gardé la structure, entre guillemets, en tôle ondulée. Simplement, ils ont mis un Rotax à l'avant. En fait, l'avion, du coup, avec le Rotax et le nez pointu, ressemble pas trop au vrai F-13, qui lui avait un moteur en étoile vraiment dans le nez. Et donc, cette semaine, à Sun and Fun, Junkers a dévoilé son nouveau A50, le A50 Heritage. Et cette fois-ci, la grosse différence, c'est que maintenant, il a un moteur à piston, ce qui lui rend vraiment son allure d'époque. Le moteur, c'est un moteur tchèque. Alors, à l'origine, le A50, il a un moteur de... C'est un 75 chevaux, il fait 5 cylindres. Là, vous voyez que c'est un 7 cylindres qui développe 124 chevaux. Donc, l'avion doit être un tout petit peu plus performant. Ça reste un avion léger. Je crois qu'il est dans la catégorie des ULM. Et donc, cette version A50 Heritage, alors j'ai pas le prix. La version Rotax, qui est toujours commercialisée, hein, si vous voulez avec le nez pointu, vous pouvez. Il était à 120 ou 130 000 euros pièce, voire peut-être un peu plus en fonction des options, sachant que vous avez l'option sympa de pouvoir disposer d'un cockpit avec des vrais pendules, avec des instruments analogiques. Mais si vous voulez un Garmin, une dalle Garmin ou équivalent, vous pouvez. Donc voilà. C'est un avion qui croise à, allez, on va dire 80 nœuds. C'est un biplace en tandem. C'est vraiment un avion pour se faire plaisir, qui consomme pas grand-chose. Il est donné pour faire du 15 litres à l'heure, qui est pas énorme, même à 175 nœuds, ça va faire combien? Ça va faire 120 km/h maximum. Il peut monter à 120 nœuds en vitesse de croisière très rapide, mais là je pense qu'il est un peu plus glouton. Bref, un avion pour se faire plaisir. Si vous avez que des vies un peu remplies, bah oui, ça peut être une machine intéressante. C'est une réplique modernisée d'un avion qui a une belle allure d'avion des années 20. Là, quand vous débarquez sur n'importe quel aérodrome avec ce genre d'avion, à mon avis, il y a tout le monde qui vient vous voir. Voilà, ça c'est comme si vous arrivez avec un Waco ou avec tous ces avions des années 30 un peu sympas. Voilà. C'est ce que propose cette nouvelle société Junkers. L'avion sera présenté donc à Friedrichshafen et on ira le voir de vrai, on ira poser des questions au concepteur parce que bah voilà, ce sera notre boulot de la semaine prochaine. Donc au salon de Friedrichshafen, 5 à 6 heures de direct par jour avec la possibilité de nous poser des questions sur le chat comme là. Tout ça pendant 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Avec des événements qui sont prévus, on vous dévoilera le programme au fur et à mesure. Nous, on sait à peu près déjà qui on va aller voir. On sait déjà que, par exemple, je crois que c'est Tecnam qui, au lancement de l'émission, donc soyez là mercredi à 10 heures, je crois, qu'on sera en direct pour le dévoilement officiel du nouveau Tecnam. Donc un événement assez intéressant. Nous, on aura un gros dispositif. Bon, on va finir sur les rotules, mais comme on sera dopé à la Pils, donc ça devrait bien se passer. Voilà. Donc ça, c'est le dispositif de la semaine prochaine. Je vous invite vraiment, quand vous avez le temps, à venir voir ce qu'on fait, ce qu'on va vous montrer si vous vous intéressez à l'aviation légère. Ce lancement, c'est peut-être moi qui vais m'en charger. Et j'aurai la surprise, comme vous, de découvrir ce que c'est. Mais je pense que j'aurai quelqu'un avec moi par contre, qui suit un petit peu plus, qui saura m'aiguiller parce que Tecnam, je connais pas très bien leur gamme. J'ai jamais volé sur avion Tecnam, mais ça sera peut-être quelque chose qu'on résoudra à un moment ou à un autre. On regardera, on verra, on présentera l'émission, on vous présentera la nouveauté en direct et on vous présentera toutes les nouveautés comme ça du salon en direct. Avec vous la possibilité de nous poser des questions sur le chat, de nous faire des remarques. On fera aussi des articles sur Aérobuzz pour confirmer les informations. Il y aura sans doute des replays qui seront montés après. Donc gros dispositif. Merci d'avoir suivi l'émission et puis je vous dis à très bientôt. Alors à la semaine prochaine à Friedrichshafen et à dans 15 jours sur Lâcher Solo. Merci d'avoir suivi l'émission. À très bientôt.